Donc très modestement, aujourd'hui, je vais essayer peut-être de tirer des pistes pour essayer de réfléchir à qu'est-ce que pourrait être une politique de santé inclusive et démocratique autour de la question donc, de la démocratie sanitaire, de ce qu'est la démocratie sanitaire, de ce qu'elle voudrait être et de peut-être de ce qu'elle pourrait être. Parce qu'on va voir qu'il y a une grande différence entre ce qu'elle veut être aujourd'hui, ou ce qu'elle est peut-être, et ce qu'elle pourrait être dans l'avenir. On espère qu'elle va s'améliorer. Et donc, je vous ai prévu que je vais y aller, puis vous allez voir. Donc, on est avantagés, nous, les historiens, les philosophes, les sociologues, les gens qui travaillent en sciences humaines de la santé. L'épidémie est pour nous, malgré la tragédie, une belle occasion parce que ça soulève un certain nombre d'enjeux sur lesquels on travaille depuis longtemps, puis ça les révèle de manière particulièrement accrue. Et donc, vous savez que le virus et la pandémie de la Covid-19 a été un révélateur, notamment politique, d'un certain nombre d'enjeux. On a vu que tout le monde n'avait pas accès à une cour pour faire de la planche à neige, donc un révélateur des inégalités sociales vraiment importantes. On a vu aussi que c'était un révélateur d'un certain nombre de problématiques au sein du système de santé qui étaient présentes depuis de nombreuses années, qui étaient accentuées par un certain nombre de politiques de santé dites néolibérales. Hein, vous avez vu certainement au cours des derniers mois, mais pas plus particulièrement dans l'année 2020, passer ces images d'infirmières habillées de sacs poubelles parce que le matériel dont elles avaient besoin pour soigner n'était pas disponible, parce que ça manquait de blouses. On a aussi très bien connu, mais on s'en souvient un petit peu moins aujourd'hui, la pénurie des masques. Aujourd'hui, on pense plus à la pénurie des vaccins, mais on se souvient de tout ça. Donc, un certain nombre de failles déjà présentes du système de santé qui ont été mises en exergue, révélées encore avec plus de violence par cette pandémie-là. On apprenait hier que ces inégalités allaient dans les deux sens. Hein. Il y avait des gens qui avaient besoin de sacs poubelles, mais il y en avait d'autres qui en avaient moins besoin. Donc on voit que la crise est aussi révélatrice d'un certain nombre d'inégalités, en tout cas d'un type de fonctionnement de notre système de santé qui favorise un certain nombre d'inégalités. Et puis, cette crise a eu aussi un révélateur, puis je vais essayer dans la mesure de mes moyens, car c'est très loin de mon domaine, je ne suis pas un politiste, un politologue, mais de tirer des cordes politiques pour faire écho donc, à l'invitation qui m'est faite aujourd'hui par le CRIDEC. Et donc, la pandémie a aussi été un révélateur d'un certain nombre de failles, d'un certain nombre de faiblesses, d'un certain nombre peut-être de limites de nos démocraties, de nos sociétés qui tendent ou qui veulent être démocratiques. Et donc, on a vu à la fois se renforcer des positions autoritaires à travers le monde dans des démocraties qui n'en étaient peut-être déjà plus, mais on a vu aussi des démocraties ou des pays qui se veulent démocratiques tendre vers des systèmes de régulation de la population, des systèmes de gestion de la population qui perdaient peut-être en démocratie, ne serait-ce parce que le Québec est un cas, l'Europe aussi en est d'autres, parce que ça fait plusieurs mois maintenant qu'un certain nombre de démocraties ou de pays qui se veulent démocrates gouvernent essentiellement par décret. Et donc, de fait, on a touché à certaines limites peut-être de nos démocraties. Et puis, et c'est ça qui va plus m'intéresser aujourd'hui, on a vraiment abordé les limites de ce qu'on peut appeler la démocratie en santé ou la démocratie sanitaire. Puis je vais vous en reparler après, puis on va essayer de détailler ces deux concepts-là. Mais on a vu que donc l'idée selon laquelle les patients, les citoyens, d'autres acteurs que les soignants pouvaient participer aux décisions de santé, ce qu'on appelle en général la démocratie en santé, eh ben, elle était aussi atteinte par la pandémie parce que dans ces moments de crise, dans ces moments de crise sanitaire, en général, on va se réfugier dans les bras du corps médical pour régler des problèmes. Et de ce fait-là, la participation d'autres acteurs du soin, d'autres acteurs de la santé, s'est retrouvée assez vite mise de côté. C'est ce que dénonçait Emmanuel Roche il n'y a pas très longtemps dans une tribune en disant que voilà, les efforts qui avaient été faits au cours des dernières années et sur lesquels je vais revenir après, pour intégrer de plus en plus des non-soignants, des citoyens, des patients et leurs proches dans le système même de santé, le fonctionnement même du système de santé, ces efforts-là, ils ont été mis à mal par la pandémie. Et donc, c'est un peu ce qui va m'intéresser aujourd'hui, cette idée de la démocratie en santé. Et
et aussi de son inverse, parce que peut-être la pointe émergée de l'iceberg du questionnement que posait Emmanuel Rush, eh ben, on y est confronté, c'est ça, c'est la dictature sanitaire. Donc l'idée que porte un certain nombre de personnes selon laquelle on serait en dictature sanitaire parce que les décisions qui sont prises, parce que les choses qui nous sont imposées pendant la pandémie, eh ben, ne font plus l'objet d'un débat démocratique, ne font pas l'objet d'un débat démocratique. Et donc, derrière les excès, derrière le caractère excessif de ces gens qu'on appelle le covidio, complotistes, etc., se cache néanmoins certainement, et c'est ça que j'aimerais aussi interroger, peut-être une réalité. Alors, non pas qu'on est en dictature sanitaire, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais peut-être que ça questionne les limites de notre démocratie et de notre démocratie sanitaire. Parce que quelque part, si des gens comme ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas, derrière la visière, dénoncent la dictature sanitaire, c'est que peut-être il ou elle pense qu'avant la pandémie, on était en démocratie sanitaire. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on était en démocratie sanitaire? Est-ce qu'on a un jour été en démocratie sanitaire? J'en doute, mais je vais essayer de vous convaincre. Donc ma question, ça va être ça aujourd'hui. Ça va être de savoir, alors déjà, qu'est-ce que c'est une démocratie sanitaire? Puis je vais m'attarder un petit peu là-dessus. Essayer de voir si elle est véritablement démocratique. Puis vous avez compris que si je me pose la question, c'est que la réponse est probablement non. Et que, donc sinon, comment peut-elle le devenir? C'est quoi les pistes de réflexion qu'on pourrait voir pour essayer d'instaurer véritablement une démocratie en santé avec tout, puis j'y reviendrai à la fin, avec tous les enjeux de ce terme de démocratie en santé qui veut à la fois dire mettre de la démocratie dans le domaine de la santé, mais aussi peut-être avoir une démocratie, un système politique qui est plus sain, qui est plus en santé. Et probablement que l'un participe à l'autre. Et donc pour essayer de répondre à ces trois questions, je vais aborder le mouvement d'autonomisation des patients qui a vu le jour au XXe siècle. Parce que, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, l'idée même d'une démocratie sanitaire émerge à la suite d'un certain nombre de luttes, de revendications, notamment des patients et de leurs proches, et que, selon moi, on ne peut juger de la pertinence, de l'efficacité, de la pleine réalisation de cette démocratie sanitaire qu'aux yeux de ces luttes et de ces revendications qui ont eu lieu et qui ont amené à son déploiement. Et donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, d'essayer de revenir sur ce mouvement d'autonomisation des patients et des patientes qui a marqué le XXe siècle, puis je vais le faire de manière assez rapide, assez peut-être caricaturale, parce qu'évidemment, le temps qui m'est imparti le nécessaire l'impose, mais dans le but d'essayer de voir, voilà, d'essayer de tirer des ficelles, d'essayer de mettre en place un certain nombre d'idées et de concepts qui nous permettront peut-être de mieux juger de l'état de la démocratie en santé aujourd'hui. C'est ça que je vous propose aujourd'hui avec ce petit cartoon qui résume assez bien le mouvement de revendication des patients. Achète-toi une cape, mets-la et envole-toi. Donc, peut-être pour clarifier un petit peu les choses et poser un petit peu le concept de démocratie sanitaire, il a vu le jour en tant que tel. En tout cas, c'est pas uniquement en France, mais il a été vraiment poussé par la France après le vote d'une loi qu'on dit la loi Kouchner, du nom du ministre de la Santé de l'époque, qui a été votée le 4 mars 2002 et qui portait sur le droit des patients. Et cette loi Kouchner, elle a été importante parce qu'elle a fait passer l'obligation d'information du patient de la déontologie médicale, c'est-à-dire qu'on demandait aux médecins de faire un geste et de participer à l'information du patient à la loi. C'est-à-dire que l'information du patient, le fait de donner de l'information au patient est devenu une obligation légale et plus seulement la discrétion du médecin du fait de sa déontologie. Donc ça a marqué une espèce de tournant à la fois dans la relation médecin-malade et dans l'organisation du système de santé qui allait autour. Ça a été poursuivi, cette idée-là de droit du patient et donc de démocratie sanitaire dans des lois qui ont suivi, avec l'idée, et puis je reprends ces éléments à Didier Tabuteau, qui est un économiste de la santé, qui décrit la démocratie sanitaire comme la capacité de chacun à connaître, décider et agir pour sa santé et pour la politique de santé. Mais avec cette idée plus précise encore, peut-être qu'il y a l'idée d'une redistribution des pouvoirs au sein du système de santé. Voilà, la démocratie sanitaire, c'est une espèce de lutte, c'est pas une espèce, c'est une volonté de changer de paradigme, de passer d'un modèle plus paternaliste, dans lequel le médecin avait tout pouvoir sur la relation et tout pouvoir notamment sur l'information qui pouvait être délivrée, à un modèle peut-être plus démocratique, où les différents acteurs du soin, les différents acteurs de la relation de soins et les différents acteurs du système de santé pouvaient avoir leur voix
dans les décisions qui étaient prises les concernant. Donc c'est cette idée-là d'une démocratisation à la fois de l'accès à l'information médicale, mais aussi de la prise de parole d'un certain nombre d'acteurs du monde de la santé, qui a été à l'origine de cette idée de la démocratie sanitaire que la France s'est appropriée pour décrire un certain nombre de lois et d'évolutions en termes d'organisation du système de santé, mais qui a été ensuite repris plus largement et qui a été aussi pris en charge par d'autres, notamment à Montréal par les porteurs de ce qu'on appelle le partenariat patient, qui nous montre bien dans leur graphique plutôt didactique que donc on serait passé d'un modèle paternaliste centré autour du médecin à un modèle peut-être plus centré sur le patient, et puis aujourd'hui on serait dans un partenariat où chacun donc aurait sa voix à donner parce que, et c'est le travail que mène la direction du patient partenaire à l'Université de Montréal, parce que des patients partenaires seraient intégrés à différents niveaux de la formation des médecins, mais aussi de l'organisation du système de soins pour que les patients puissent participer aux décisions qui les concernent au niveau micro, mais aussi au niveau macro. Donc ça, c'est l'idéal. Vous voyez que la flèche nous indique le progrès. Et donc, on veut croire que la démocratie sanitaire participe de ce progrès-là, que nous avons quitté le paternalisme pour arriver à un nouveau paradigme plus démocratique où chacun donc a son mot à dire. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qui m'intéresse moi là-dedans, c'est que cette démocratie sanitaire, en fait, elle est le résultat d'un certain nombre de luttes, d'un certain nombre de mobilisations de la part des malades et des proches. Pour le dire clairement, ce n'est pas les médecins qui ont laissé passer une partie de leur pouvoir, c'est les malades, les proches qui ont été chercher ce pouvoir-là, qui ont été chercher un petit peu plus de place, un petit peu plus de pouvoir pour eux, en grignotant ce qu'on a appelé pendant longtemps, et notamment dans les années 70, le pouvoir médical. Et donc moi, c'est sur ces revendications et sur ce mouvement-là que je me suis penché, et c'est sur ce mouvement-là que je veux revenir aujourd'hui, autour peut-être de 3 grandes étapes qui sont à la fois fausses, c'est-à-dire qui sont à la fois trop radicales, mais en même temps peut-être qui nous apportent quelque chose, qui sont didactiques. Je pense qu'on peut scinder ce mouvement de revendication des malades et de leurs proches en 3 grandes périodes qui seraient caractérisées par 3 types d'appels, de modalités qui seraient représentatives de l'autonomie qui est revendiquée derrière ces mouvements-là. Donc on aurait une période axée sur la solidarité qui couvrirait à peu près la première moitié du XXe siècle, une période axée plus sur la question de l'agentivité, donc de devenir agent de sa propre santé, qui couvrirait la deuxième moitié du XXe siècle, et puis une troisième période qui est peut-être plus caractéristique de la période du sida, et donc je vous ai mis ici la photo de la conférence de 1989 à Montréal, où vraiment il va y avoir un tournant dans cette histoire-là et dans l'histoire du sida notamment, avec la question de la revendication d'une autorité. Donc c'est plus simplement être un agent, c'est plus simplement être un acteur, participer des choses, mais c'est vraiment être auteur également des lois auxquelles on veut ensuite desquelles on veut ensuite être l'acteur. Et donc, il y aurait peut-être 3 étapes de cette autonomie-là. D'abord, qui passerait par la solidarité, la mise en groupe, puis par la revendication d'une certaine agentivité, et l'autorité permettant d'accéder vraiment à une autonomie pleine. Hein, je ne le rappelle pas aux politistes ici, mais évidemment, l'autonomie, c'est autonomos, se fixer à soi-même ses propres lois. Donc, ce n'est pas simplement être acteur de ses propres lois, c'est aussi en être l'auteur, écrire ses propres lois, et donc écrire les normes aussi de son action en santé. Et donc pour moi, et pour la philosophie en général, l'autonomie ne peut être atteinte que si le sujet est auteur de ces lois et pas simplement acteur. Et l'idée, c'est de voir si ces 3 mouvements, comment ces 3 mouvements sont apparus et comment ils se sont peut-être complétés. Et je vous le dis tout de suite, cette tripartition est très artificielle, elle est très discutable. Vous allez le voir dans ma présentation, ce sont plutôt des moments qui se recoupent, qui se recroisent. Évidemment, les malades du sida qui revendiquent de l'autorité dans les années 80 sont aussi dans la solidarité, sont aussi dans l'agentivité. Un certain nombre de gens qui vont revendiquer de la solidarité au début du XXe siècle sont déjà dans l'agentivité. Mais je pense que cette tripartition, pour artificielle qu'elle soit, elle nous permet de saisir un certain nombre de choses, de mieux comprendre peut-être ce mouvement et surtout de voir dans quelle mesure la démocratie sanitaire ne parvient pas à se saisir complètement de ce mouvement et peut-être trahit une partie de ce mouvement, notamment en ce qui a trait à la question de l'autorité et donc de la pleine autonomie des patients et des autres acteurs du soin.
Mais pour m'engager là-dedans, je vous fais un très rapide petit rappel historique qui est toujours bienvenu, qui consiste à rappeler que avant le 19e siècle, il était courant pour les différents acteurs du soin, et notamment les patients, d'être pleinement autonomes. Euh, c'est important de le rappeler parce qu'on l'oublie dans le monde dans lequel on vit et dans le monde médicalisé dans lequel on vit, mais les médecins n'ont pas toujours eu le monopole de la santé. Très longtemps, ça a été les patients qui ont eu le monopole de la santé, les malades, euh, tout simplement parce qu'ils étaient des acteurs à part entière et autonomes de la relation médicale, mais aussi parce qu'ils étaient autonomes dans la construction de leur parcours de soins. Les travaux qui ont été menés sur le XVIIIe siècle, alors plus particulièrement pour l'Europe, ne serait-ce que pour une question de population, ont bien montré que les patients du XVIIIe siècle avaient en fait le gros bout du bâton, si je peux me permettre l'expression, dans la relation de soins, pour plusieurs raisons. Une pluralité de l'offre de soins, donc il n'y avait pas que des médecins, il y avait un certain nombre d'acteurs du soin qui offraient du soin, et donc ils pouvaient choisir, négocier, travailler entre ces différents acteurs. Il y avait une faible médicalisation des territoires qui faisait que le médecin était souvent en ville et assez loin de la population qui était, elle, majoritairement rurale. Et surtout, il y avait une reconnaissance sociale très limitée des médecins par rapport à tous ces autres acteurs du soin, les chirurgiens barbiers notamment qui étaient plus sur le terrain, les sages-femmes, les religieux, les religieuses, les ramancheurs et autres rebouteux. Et donc, tous les acteurs du soin qui étaient plus proches des populations et plus accessibles que les médecins. Et donc, les médecins étaient loin d'avoir le monopole. Et c'était au contraire les malades, parce que l'offre de soins était multiple, qui avaient l'autonomie dans la construction à la fois de leur relation de soins, c'est-à-dire quand ils étaient plus contents, ils pouvaient s'en aller, puis ils pouvaient négocier avec d'autres, et aussi dans la construction de leur parcours de soins. Et donc, c'est simplement au 19e siècle, hein, alors différemment en Europe un peu plus tôt, puis au Québec et au Canada un peu plus tard dans le 19e siècle, que va s'autonomiser, non pas les patients, mais la médecine, où la médecine va devenir une profession autonome à monopole, c'est-à-dire qu'elle va se voir confier ou s'approprier, selon les points de vue, le domaine de la santé en disant le domaine de la santé m'appartient, appartient aux médecins, et il convient de passer par des médecins pour désormais prendre en charge sa santé. Ce qui conduit à l'édification d'un modèle qui a été très bien décrit par le sociologue Talcott Parsons dans les années 50. Donc, un modèle où le rôle spécifique de malade, c'est le mot de Parsons, devient très particulier, devient celui de patient. Désormais, à partir du 19e siècle, à partir du moment où la santé passe nécessairement par un médecin, où les médecins se font la profession monopolisante de la santé, alors le malade ne peut être qu'un patient, il doit répondre à un certain nombre de normes, un certain nombre de règles qui sont émises par les médecins pour pouvoir accéder aux soins et se voir guérir ou au moins soigner. Avec ce petit rappel étymologique qui est que le patient, étymologiquement, c'est d'abord celui qui subit ou qui endure le supplice. Le patient, c'était celui qu'on passait à la question, vous voyez, à la roue. Donc on torturait pour avoir des réponses. C'était lui le patient. Et puis, par parallèle, par homonymie, je ne sais pas, on a appliqué ce mot-là à ceux qui étaient sur la table du chirurgien, parce qu'ils étaient complètement à la merci du chirurgien. Et donc la généralisation de ce terme-là pour décrire les malades décrit assez bien la relation médicale telle qu'elle s'instaure au XIXe siècle et qu'elle se généralise dans la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire une relation déséquilibrée dans laquelle le médecin a tout pouvoir et le malade n'a aucun pouvoir. Le malade est un patient, il est donc l'inverse de l'agent, celui qui agit. Il n'est pas celui qui agit, il est celui qui fait preuve de patience et surtout, c'est le titre, de passivité. Et donc s'instaure ce modèle-là qui est que si on veut accéder à un certain nombre de soins, si on veut profiter de l'expertise des médecins, alors il faut se faire patient et passif. Et évidemment, ce modèle-là, ce modèle médical, cette généralisation d'une relation médicale déséquilibrée, elle ne se fait pas du jour au lendemain, elle n'est pas non plus complètement dominante partout. Comme le disait Michel Foucault, les mailles du pouvoir sont parfois assez lousses, sont parfois assez distendues. Et donc, on retrouve tout au long du 19e siècle un certain nombre d'archives qui nous montrent les critiques, les contestations, les oppositions, les revendications, les plaintes des malades. Ici, c'est une lettre de 1977 d'une personne qui se plaint de son psychiatre. Et donc ça, on va le retrouver tout au long de la période, mais peut-être pas aussi fortement et surtout de manière aussi organisée que les mouvements de patients au XXe siècle. Ce qui va changer au XXe siècle, c'est que les patients ils vont se mettre ensemble pour s'organiser et faire valoir leur voix sur la scène publique et de manière politique.
Et c'est ça peut-être qui change avec le XXe siècle. Et donc, la première étape de cette revendication nouvelle d'autonomie, donc de dire, ben, nous, on ne veut pas être simplement des patients, on veut aussi être un peu plus que ça, va peut-être commencer avec la Première Guerre mondiale, qui va ébrécher donc ce contrat médico-social qui est, bon, la société confie à la corporation des médecins le domaine de la santé en disant, bah, vous pouvez vous occuper du domaine de la santé, vous avez le monopole sur ce domaine-là, puis on va s'assurer de passer un certain nombre de lois pour mettre de côté les autres soignants qui n'ont pas les bons diplômes, qui n'ont pas la bonne reconnaissance. Puis en échange, vous prenez en charge ce domaine important de la société qui est la prise en charge de la santé de la population. Et donc, ce contrat médical-là, ce contrat médical qui veut que le malade soit toujours un patient, va un petit peu s'ébrécher au cours de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, parce qu'on va voir émerger ce que Paul Meunier a appelé le droit des blessés. Donc, Paul Meunier, c'était l'avocat d'un zouave, d'un militaire qui s'appelait le zouave des champs, qui a été torpillé, donc qui a été électrifié pour essayer de le soigner par le docteur Clovis Bertrand au début de la Première Guerre mondiale, puis il a refusé ce traitement. Et ça a amené à un procès célèbre parce que, évidemment, il avait refusé un ordre d'un supérieur dans le cadre militaire et il était condamné presque à mort, le zouave des champs, alors que c'est lui qui avait reçu un traitement pour lequel il n'était pas consentant. Et donc, il y a eu un grand procès et son avocat a publié ce livre sur le droit des blessés. Donc, ça a ouvert une petite brèche en disant, bon, il y a un droit des blessés, les malades, les blessés ont le droit à certaines choses, ont le droit de refuser des thérapeutiques, ont le droit d'accepter d'autres thérapeutiques, ont le droit de revendiquer un certain nombre de choses, mais ça va surtout se voir, cette brèche, cette entrée dans, dans une revendication de plus d'autonomie avec le développement de toutes les associations d'anciens combattants. Parce que ce soit en Europe ou au Canada, les soldats reviennent blessés, les soldats reviennent mutilés, les soldats reviennent troublés. Et donc, ils se rassemblent ensemble, ils créent des communautés, ils créent des associations. Et ces associations, elles vont porter un certain nombre de revendications sur la scène publique. Donc, la revendication de reconnaissance, la revendication de plus d'acceptation pour ensuite retrouver du travail, la revendication pour des pensions, etc., etc. Et donc, là, on voit naître l'association des amputés de la Grande Guerre, que vous connaissez certainement, qui existe toujours au Canada, l'association pour les aveugles de guerre, et toutes les grandes associations de vétérans de guerre qui vont s'occuper beaucoup de la question de la santé, autour de cette idée donc de l'entraide, de la solidarité. Hein, le slogan de l'association des amputés de la Grande Guerre, c'est « Les amputés s'entraident ». Donc l'idée qu'en se mettant ensemble, en étant solidaires, on va pouvoir accéder à plus de droits, à plus d'autonomie dans la relation qu'on a avec le corps médical, mais aussi vis-à-vis de la société et du monde politique. Et ces associations-là, elles vont être assez actives sur la scène publique pour ces revendications-là. Ce qui est peut-être caractéristique de ces associations, et qu'on va voir que ça va être différent après et que ça va changer avec le temps au XXe siècle, c'est que pour l'essentiel, ces associations-là, elles sont très pro-médicales. C'est-à-dire qu'elles ne s'opposent pas au corps médical, elles ne vont pas forcément critiquer le corps médical, au contraire, elles vont l'inviter à s'investir plus dans certains domaines, à développer plus de compétences dans certains domaines, par exemple le développement de prothèses ou le développement de choses qui permettent à ces soldats mutilés et blessés de revivre une vie sociale normale. Et donc on le voit par exemple dans la revue de l'association des amputés de la Grande Guerre. Donc c'est plutôt une revue qui, loin de critiquer le milieu médical, va au contraire se faire le relais d'un certain nombre de savoirs, d'un certain nombre de pratiques médicales, va se faire le relais de nouvelles techniques. Donc c'est plutôt des associations qui sont très pro-médicales et qui aussi vont très très vite dépasser le côté de solidarité. Et vous voyez déjà que la tripartition que je vous ai proposée, elle tombe à l'eau, mais c'est pas grave, on va s'en servir plus tard. C'est que ces associations-là, elles sont déjà dans une forme d'agentivité. Elles se font déjà acteurs. C'est le cas notamment de l'association des amputés de guerre, qui va se réunir très très vite dès les années 20 avec d'autres associations pour faire peser de tout leur poids les revendications de ces blessés-là auprès des députés, auprès des gouvernements, et du gouvernement du Canada en particulier. Et donc déjà, il y a l'idée de faire de ces associations des acteurs politiques à part entière pour faire reconnaître un certain nombre de droits, un certain nombre de droits de ces blessés-là et donc des malades qui les accompagnent. Mais, et c'est pour ça que j'ai divisé toute cette histoire en trois parties, peut-être que l'agentivité dont il est question ici, elle va apparaître avec plus de force et avec plus
d'importance après la Seconde Guerre mondiale, et notamment dans les années 60 et dans les années 70, notamment, mais ce n'est pas simplement ça, autour des questions des mouvements féministes. J'aurais pu aussi vous parler du mouvement des droits sociaux, qui a été dans la même veine, mais le mouvement féministe est particulièrement représentatif de cette agentivité, donc l'idée de revendiquer publiquement une forme d'agentivité dans la prise en charge de sa santé. Dans le cas du mouvement féministe, c'est particulièrement le cas autour de la santé sexuelle et des usages du corps, parce que le mouvement féministe, cette deuxième vague, ce qu'on a appelé cette deuxième vague féministe, va beaucoup s'organiser autour de la revendication du droit à l'avortement et de la liberté de la contraception. Et donc, c'est l'idée que je peux devenir acteur de ma propre santé, je peux gérer par moi-même ma contraception, et puis je veux aussi avoir plus d'emprise, ou en tout cas je veux être plus libre, plus autonome dans l'usage que je fais de mon corps, et donc je revendique le droit, notamment à l'avortement. Et encore une fois, ma tripartition, vous voyez, tombe vite à l'eau, c'est que même si ces mouvements sont très tournés vers l'agentivité, vers l'idée selon laquelle les femmes, donc les futures patientes, potentiellement des médecins, doivent être plus actrices de leur santé, elles revendiquent aussi déjà une forme d'autorité en disant qu'il ne revient pas simplement aux hommes médecins d'écrire et de parler de la santé des femmes, il revient aux femmes elles-mêmes, aux patientes elles-mêmes, de développer un certain nombre de techniques, mais aussi de savoirs autour de leur propre santé. Vous connaissez peut-être cet ouvrage, en fait, cette brochure qui est devenue ensuite un ouvrage célèbre, puis qui a été publié dans le monde entier, qui vient d'être réédité encore en français puis en anglais récemment, qui s'appelle Our Body, Ourselves, dans l'idée de... Donc c'est ce collectif de femmes de Boston qui publie ce petit fanzine qui propose simplement des savoirs, des techniques de prise en charge de sa santé sexuelle, donc comment s'auto-examiner par exemple gynécologiquement, comment prendre en charge un certain nombre de problèmes de santé féminin. Et donc il y a l'idée qu'on est dans une revendication de self-help, on s'aide soi-même, puis on s'aide entre nous, entre femmes, entre potentielles patientes, et avec l'idée aussi de démédicaliser cette santé sexuelle en disant on en a un petit peu marre que ce soit des hommes gynécologues, principalement des hommes à cette époque-là, qui s'occupent de la santé des femmes. Ils n'y connaissent pas grand-chose. En plus, ils ont été formés autour de concepts anatomiques qui sont complètement masculins. Et de fait, ils ne connaissent pas vraiment. Ils ont tendance à pathologiser un certain nombre de choses qui sont pourtant des choses naturelles. Et nous, on veut au contraire reprendre en main ça. Donc, pas simplement être acteur, mais aussi être auteur peut-être d'une autre forme de médecine, d'une autre forme de prise en charge du soin, d'une autre forme de santé, de prise en charge de la santé des femmes, par les femmes, pour les femmes. Et donc, dans ce livre, Our Body, Ourselves, vous voyez, il y a ce genre de photographie qui nous montre donc, des femmes qui montrent à d'autres femmes à quoi ressemble leur partie génitale, parce qu'il y a cette volonté de se réapproprier son corps, de réapprendre un certain nombre de choses, et peut-être de réécrire une forme différente de médecine. Vous connaissez ce débat qui est très actuel aujourd'hui autour du clitoris, qui n'existe pas dans un certain nombre d'ouvrages d'anatomie, et que beaucoup de gens militent pour faire reconnaître comme un organe à part entière, et qu'il est temps de le faire apparaître dans les ouvrages d'anatomie, notamment les ouvrages d'anatomie qui font l'éducation sexuelle de nos jeunes. Mais donc, on est dans cette perspective-là, à la fois de l'agentivité et de l'autorité, dans une question qui a été beaucoup au Québec résumée sous le terme d'auto-santé, donc ces groupes d'auto-santé, qui sont des groupes d'entraide, donc vraiment de self-help, mais aussi qui sont tournés vers la santé. Donc, de la santé, sans médecin, les uns avec les autres, les unes avec les autres dans le cadre de ces femmes, et qui vont aller très loin au Québec, ces groupes d'autosanté, parce qu'ils vont même s'institutionnaliser en quelque sorte, notamment avec la création d'un certain nombre de cliniques communautaires qui sont, si ce n'est totalement démédicalisées, ou en tout cas qui sont gérées avant tout par les femmes, pour les femmes seules, et qui font appel à des médecins parfois, mais sur lesquels il n'y a pas de médecin directement sur place tout le temps. C'est le cadre du centre de santé des femmes sur le plateau Mont-Royal qui ouvre en 1975 et qui est l'institutionnalisation de ces groupes de femmes qui font de la santé par elles-mêmes. Donc, vous voyez qu'on pousse un peu la coche, si je me permets l'expression, c'est-à-dire que de la solidarité qui revendique des droits, on va un peu plus loin dans la critique à la fois du discours médical, dans la critique d'un certain nombre de pratiques médicales et dans la réappropriation d'un certain nombre de gestes de santé en dehors du cadre médical. Mais ce mouvement est à la fois interrompu et réinterprété par l'arrivée en 1981 aux États-Unis donc de ces cas de cancer gay, tel qu'on l'appelait à l'époque, surprenant, et qui en 1983
dans Le Devoir, apparaissent encore comme une énigme. Donc c'est l'énigme du sida. L'épidémie de sida qui arrive au début des années 80 va à la fois bouleverser tout ça et peut-être accélérer un certain nombre de processus parce que c'est le retour d'une épidémie, d'une maladie infectieuse très importante dont on ne comprend pas le fonctionnement, donc qui va déstabiliser le corps médical parce que le corps médical pensait, avec les avancées des technologies médicales, avec la découverte des antibiotiques, avec l'avancée de la bactériologie, avoir vaincu les grands fléaux infectieux du 19e siècle, la tuberculose et autres maladies qui faisaient des ravages. Et là, quelques mois après que la variole ait été éradiquée à travers le monde et fait les grands titres des journaux, enfin la variole était éradiquée à travers le monde, et bien le sida vient remettre en question la fin des maladies infectieuses auxquelles la médecine pensait être parvenue. Et elle va vraiment bousculer les choses et favoriser la réorganisation aussi de ces revendications d'autonomie dont j'essaie de vous parler. Parce que, et vous le savez certainement, parce qu'elle touche des populations particulières, parce que le sida touche des populations particulières, des populations marginales. On a parlé des 4 H, les homosexuels, les héroïnomanes, les haïtiens et les hémophiles, parce qu'elle touche des populations d'abord marginales, avec lesquelles les gouvernements ont du mal à dealer, pour le dire clairement. Eh bien, pendant plusieurs années, pendant de nombreuses années, les gouvernements en Amérique du Nord comme en Europe vont délaisser la question du sida et vont la laisser malheureusement aux associations communautaires, c'est-à-dire que c'est les associations communautaires, c'est les associations de malades qui vont s'organiser face à cet immobilisme du gouvernement en disant au gouvernement, il est temps d'agir, il est temps de faire quelque chose, il est temps que vous preniez en charge cette épidémie qui, dans nos communautés à nous, fait des ravages. Ce sont des milliers de morts, les gens voient leurs collègues mourir les uns après les autres, très jeunes, c'est vraiment compliqué. Et donc, il y a l'apparition d'un certain nombre d'associations, de regroupements, notamment chez les hommes homosexuels, qui vont à la fois revendiquer de la solidarité, puis souvent les associations vont se donner aussi des buts particuliers. Et donc on peut retrouver ces 3 grandes distinctions entre solidarité, agentivité et autorité dans les associations de lutte contre le sida. Alors par exemple au Québec et à Montréal, Sésame ou 00 vont plus s'organiser autour de la solidarité, autour de la prévention, autour de ces questions-là. ACT UP va être plutôt dans l'agentivité, donc faire des actions publiques pour interpeller les gouvernements. Vous voyez la photo à droite, c'est les militants, notamment d'ACT UP. Alors, ACT UP Montréal n'existait pas encore, mais c'est les militants d'ACT UP New York qui sont venus à Montréal pour bousculer l'ouverture de la conférence internationale sur le sida de 1989 en disant ça fait 5 ans que cette conférence internationale existe, que des milliers de scientifiques se réunissent chaque année pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le sida, pour essayer de comprendre comment avance le sida. Et ça fait 5 ans que les malades ne sont pas invités. Et donc, ces malades, en 1989, pour la première fois dans l'histoire de l'épidémie, ils arrivent à Montréal et ils arrêtent la conférence d'ouverture de Brian Mulroney et ils disent il est temps que vous fassiez quelque chose et il est temps surtout que vous entendiez la voix des patients parce que le sida, ce n'est pas qu'une épidémie, ce n'est pas qu'un problème médical, c'est aussi un problème surtout social. Et donc, il est temps que vous preniez ça en compte. Et donc, ACT UP est au cœur de ça. Vous le connaissez aussi, ces images très célèbres de la France où ACT UP a recouvert l'obélisque de la Concorde d'un énorme condom rose pour attirer l'attention des gouvernements. Et puis, vous avez un troisième type d'association qui naît, qui est le cas particulièrement du réseau communautaire d'info-traitement SIDA, qui, eux, va s'intéresser au contraire à la manière dont fonctionne la science médicale et à la manière dont la science médicale peut s'emparer de la question du SIDA, et notamment de toute la question du traitement et de la validation des médicaments. Est-ce qu'il faut absolument qu'on valide un certain nombre de médicaments par des essais en double aveugle? Est-ce que c'est vraiment pertinent dans une pandémie aussi mortelle que le sida d'avoir un groupe qui reçoit sans le savoir un placebo et qui donc est condamné à mourir? Est-ce que c'est éthique? Est-ce qu'on doit faire ça? Pourquoi on n'a pas accès à des molécules qui sont testées aux États-Unis? Pourquoi nous, en tant que malades, on ne peut pas se déclarer cobaye et tester des molécules par nous-mêmes si on a envie? Pourquoi on nous interdit tout ça? Et donc, on a ces groupes qui vont aller questionner, remettre en question la manière même dont fonctionne la science médicale. En disant, nous, on a une autorité là-dedans, on peut dire quelque chose, on lit les études, on les connaît, puis on a quelque chose à dire là-dedans et on veut intervenir dans la manière dont se fait la science médicale et surtout dans la science en train de se faire. Donc, ils revendiquent ça.
Et donc, c'est ce que je vous ai dit, on a une revendication avec le sida qui apparaît encore plus de manière importante peut-être qu'avec les mouvements féministes, d'une autorité des malades. Donc les malades, ils veulent avoir quelque chose à dire, ils veulent écrire aussi la manière dont se passe la prise en charge de la santé, jusque dans les modalités même de validation de la science médicale. Et donc on voit des discussions se faire entre les grands groupes gouvernementaux en charge de la santé publique et de la santé et des associations de malades pour discuter sur des protocoles de validation de médicaments nouveaux pour essayer que tout le monde puisse s'y retrouve là-dedans et que les malades ne soient pas oubliés. Et donc, cette épidémie est très importante pour ça, et c'est pour ça que Patrice Pinel a parlé pour la France, mais l'application se vaut aussi au Canada et dans les pays occidentaux d'une véritable épidémie politique. Parce que les malades revendiquent sur la place publique une place politique, un pouvoir politique. Daniel Defer, qui est le créateur d'une association de malades du sida en France qui s'appelle AIDS, qui était le conjoint de Michel Foucault, qui est mort du sida en 1984, est à Montréal en 1989 pour la 5e conférence internationale, et il fait une conférence en disant « Le malade, c'est un réformateur social. Voilà, le malade, aujourd'hui, est devenu un réformateur social, il faut le prendre en compte. Le malade, il a un rôle politique, il a une autorité politique, et ça, le sida, ça a vraiment mis la lumière sur ce rôle-là. » Mais c'est un rôle compliqué, et donc Patrice Pinel le note très bien dans son ouvrage, où il dit que cette revendication d'autorité, elle vient bousculer quelque chose. Et elle vient peut-être trop bousculer quelque chose. Je vous ai mis la citation au complet parce que je pense qu'elle est intéressante, puis je vais vous la lire. Il nous dit donc, si l'institution médicale peut accepter et a intérêt à accepter, à gérer certains aspects de la prise en charge et du suivi médical en partenariat avec les patients, il en va tout autrement des revendications qui touchent au fondement même de son pouvoir. L'introduction de critères étrangers aux normes qu'elle a elle-même définies comme les seules normes légitimes du point de vue du savoir médical porte directement atteinte aux principes sur lesquels s'est construite l'autonomie du champ médical. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ce qu'on voit apparaître dans l'épidémie de sida, c'est que la revendication d'autonomie des malades, eh bien, elle vient mettre en défaut toute la construction sociopolitique de la médecine, la manière dont la médecine est devenue une profession autonome. Et donc, c'est l'autonomie de la médecine en tant que profession qui est remise en question par l'autonomie et les revendications d'autonomie des patients. Et ça atteint le cœur de notre société, le cœur de notre démocratie, parce que la société contemporaine s'est construite autour de ce mandat de dire on confie le domaine de la santé à des experts qui sont les médecins. Et là, tout ça est en train de basculer. Et donc, c'est important de comprendre cette généalogie-là, de refaire cette généalogie-là, parce que c'est dans ce cadre-là qu'apparaissent les différentes lois. Alors, je vous ai remis la loi Kouchner pour parler de la France et de la démocratie sanitaire, mais aussi les transformations législatives qu'ils peuvent avoir dans d'autres pays pour faire reconnaître le droit des malades. Toute la campagne qui apparaît au début des années 2000, puis au début des années 2010 à travers le monde pour faire reconnaître et valider dans la législation la reconnaissance du droit des malades, elle est poussée par l'épidémie de sida. Elle est poussée par les engagements des associations de malades pendant l'épidémie de sida et l'apparition d'un certain nombre de nouvelles figures de patients. Alors vous les connaissez peut-être, ce sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les patients partenaires, les patients experts, les patients acteurs, les patients formateurs. Donc tous ces patients à qui on donne des nouveaux rôles aujourd'hui, ils sont aussi poussés par ça. Et donc la démocratie sanitaire, qui est donc cette participation plus grande des patients, des acteurs non médicaux du soin dans l'organisation des parcours de soins et du système de santé, eh ben, elle est le fruit de ces mobilisations-là. Elle est le fruit d'une revendication d'autonomie qui n'a été que croissante tout au cours du XXe siècle. Mais pourtant, elle en est peut-être une héritière un petit peu trompeuse. Parce que, certes, elle reconnaît la solidarité et insiste souvent sur la solidarité. Donc, elle invite les malades à se réunir entre pairs, à se soutenir entre pairs. Donc, c'est tous ces pairs aidants, ces pairs accompagnateurs. Donc, elle va valoriser ça. La démocratie sanitaire valorise beaucoup ça. Elle va aussi, en partie, valoriser l'agentivité des malades en disant oui, vous avez le droit à un certain nombre de savoirs qui sont les vôtres et puis à les faire reconnaître sur la place publique. Ces savoirs qu'on appelle expérientiels, qui sont les savoirs d'expérience des malades sur leur propre maladie. Puis vous avez le droit de prendre en charge de manière autonome votre maladie chronique. Par exemple, on est content si, en tant que diabétique, vous êtes capable de vous autogérer, puis de faire vos tests à tous les jours, puis de vous mettre, vous mettre de l'insuline, vous donner de l'insuline à la hauteur de ce qui vous est nécessaire. Ça nous arrange bien. Mais quid de l'autorité?
est-ce que véritablement la démocratie sanitaire telle qu'elle a été instaurée, telle qu'elle est instaurée, telle qu'elle devrait être instaurée, telle qu'elle existe ou devrait exister dans les pays occidentaux, est-ce qu'elle fait véritablement une place à l'autorité des malades, à l'autorité des patients? Je ne pense pas. Je vous en donne au moins plusieurs exemples. Le premier, c'est qu'on a vu une remédicalisation d'un certain nombre de domaines. Dès 1996, donc dès la découverte de la trithérapie pour les malades du sida, eh ben on voit s'opérer une remédicalisation du sida, c'est-à-dire que les associations vont être mises de côté, on va moins les écouter, puis il va y avoir une reprise en main par les médecins de l'épidémie de sida. Mais on pourrait le voir dans d'autres enjeux. On le voit très très bien aussi, par exemple, dans le cas de la psychiatrie, qui a été reprise en main par les psychiatres de manière assez radicale à partir des années 90 et des années 2000. Il y a aussi un autre phénomène qui est celui de l'institutionnalisation, c'est-à-dire que à mesure que les patients, que les acteurs non médicaux du soin vont être institutionnalisés, vont être reconnus dans l'institution du système de santé, et ben ça va se faire au prix d'une certaine dépolitisation. Donc, Patrice Pinel le montre bien dans son livre sur le sida. Il montre comment les associations les plus revendicatrices, les plus engagées politiquement, vont être mises de côté au profit d'autres associations qui sont plus sympathiques à l'égard du pouvoir, et notamment du pouvoir médical, qui s'arrangent mieux avec, qui sont plus dans la négociation que dans l'opposition, on va le dire comme ça. Mais on retrouve aussi les mêmes choses. Baptiste Gaudry, que je salue, parce que je l'ai vu tout à l'heure, l'a bien montré pour les pères aidants en psychiatrie, comment en fait les pères aidants, on va choisir toujours un certain type de patient pour occuper ce genre de position, et notamment des patients qui sont dépolitisés, qui n'ont pas d'engagement politique, qui n'ont pas de revendication trop forte de transformation du système de santé. Au final, ce qu'on constate, et puis on pourrait en donner beaucoup d'exemples, c'est que l'autorité, à la fois interprétative de la maladie, narrative de la manière dont on rapporte tout ça, et organisationnelle du système de santé, elle reste beaucoup du côté des médecins encore aujourd'hui. Et on est très très loin de ces mouvements, par exemple, d'auto-santé, qui ont émergé dans les années 70, puis qui sont vraiment explosés dans les années 80 au Québec, qui allaient vers une démédicalisation de la santé, vers une prise en charge autonome par des groupes de citoyens de leur propre santé. On est très très loin de tout ça. L'exemple de la fin des CLSC pourrait être aussi un signe de ça. Vous voyez, il y a un certain nombre de signes de tout ça, mais on est très très loin de tout ça. Et donc la question, c'est quelle démocratie sanitaire? Apparemment, la démocratie sanitaire, ce n'est pas véritablement une démocratie en santé. En tout cas, on est très très loin de la reconnaissance de l'autonomie de tous les participants de cette démocratie-là. Et c'est ça le problème, je pense. Et donc, pour finir, je me poserai ces questions-là. C'est quoi une démocratie en santé? Qu'est-ce que ça peut être? Sur la base de cette histoire-là et de tout ce qu'elle nous apprend, le premier pas de la démocratie en santé, c'est la mise en place de pratiques démocratiques dans le domaine de la santé. Alors là, on en est très très loin. Pour ne donner qu'un exemple, on parlera des infirmières qui n'ont pas le droit de parler des conditions de travail infâmes dans lesquelles elles travaillent au Québec, par exemple. Est-ce qu'on est vraiment dans la démocratie? En tout cas, je pense que l'insertion de pratiques plus démocratiques dans le domaine de la santé, ça passe par une déhiérarchisation des acteurs. Il faut arrêter de mettre le médecin en haut puis les autres en dessous, comme une pyramide. Il faut aller à quelque chose de plus horizontal qui est au cœur de la démocratie, une horizontalité. Parce que ça va favoriser aussi des pratiques plus interprofessionnelles. Puis il faut qu'on avance vers ça. Quand on voit que le Collège des médecins a longtemps freiné des deux pattes pour que les infirmières spécialisées, les super infirmières soient mises en place, on se demande si on est encore là-dedans. Le tout pour aller vers une co-construction des parcours de santé comme des systèmes de santé. Il est important que tout le monde ait son mot à dire dans la construction du système de santé. Les médecins, évidemment, les infirmières, évidemment, les autres acteurs, les autres praticiens de la santé également, mais aussi les citoyens. Et pas seulement les malades et les patients, aussi les citoyens, les potentiels patients. Et je pense qu'il faut qu'on aille vers ces revendications qui étaient au cœur des années 70 et d'une partie des années 80, d'une démédicalisation de la santé. La médecine n'est pas qu'un enjeu médical, c'est d'abord et avant tout un enjeu social et un enjeu politique. Et donc, de ce fait-là, elle ne peut pas être que dans les mains d'une seule caste d'experts. Ce serait, pour prendre un parallèle qui peut-être parlera aux politologues ici, comme s'il n'y avait que les politologues qui pouvaient aller voter, parce que c'est eux les experts de la politique. Est-ce qu'on serait vraiment en démocratie? C'est un peu ce qui se passe dans le monde médical. Et au final, l'incursion ou l'insertion d'un certain nombre de pratiques plus démocratiques dans le domaine de la santé, je pense que ça participe à une démocratie en santé dans les deux sens du terme. Une démocratie dans la santé, mais aussi une démocratie, un système politique qui est plus sain. Parce que est-ce qu'on veut qu'une partie importante de
de la politique et notamment et de la société, donc la question de la santé, ne soit pas gérée de manière démocratique dans une démocratie. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que ça participe vraiment d'une démocratie? Ça, je laisse la question aux politologues et peut-être aux échanges qu'on pourra avoir après ça.